Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, résilience, chansons et humour. On va en parler avec l'invité du grand oral, Frédéric Zeytoun. L'anti-sèche d'Amal Laoui, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Aujourd'hui, l'actualité, eh bien, ce sont les millions de réfugiés qui arrivent d'Ukraine. Les programmes, c'est pas tout à fait les programmes, c'est plutôt un dispositif, les classes d'accueil pour enfants allophones. L'heure de la récréation, toujours avec Amal, un sujet incandescent, en chocolatine ou pas en chocolat? Et puis la chronique hebdomadaire de Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse. On va voir quels ouvrages formidables lire pour les enfants de 3 à 17 ans. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. Apprends à désobéir, je sais que ça peut te faire sourire. Non, je ne suis pas délirant, c'est là mon devoir de parent. Apprends à désobéir, ne te soumets pas sans mot dire. C'est un 11e commandement, n'obéis pas aveuglément. Frédéric Zeytoun, bonjour. Bonjour, Emmanuel, bonjour Amal. C'est le refrain, vous l'avez reconnu. Vous l'avez écrite quand même. D'apprendre à désobéir, c'est la chanson, une chanson qui est dans votre dernier album qui s'intitule J'aimerais. Et cette chanson, vous l'avez offerte à votre fils pour ses 13 ans. Oui. Tout en lui disant que c'était quand même pas à prendre forcément au premier degré. C'est ça. Mais en quoi ça décrit pour vous le cœur de ce que j'allais appeler le métier de parent, que finalement l'enfant soit capable à un moment de désobéir? Parce que je pense qu'on a des enfants, qu'on les élève, qu'on leur donne des valeurs, et puis qu'à un moment ou à un autre, ces valeurs, il faut les garder, mais que justement pour se faire sa propre personnalité, il faut de temps en temps ouvrir ses ailes, et quand on ouvre ses ailes, on désobéit forcément à un moment ou à un autre, et que ça fait partie de quand l'enfant devient adulte, il doit prendre absolument à un moment ou à un autre ses chemins de traverse et prendre ses marques à lui. Donc effectivement, et puis je trouve que globalement, dans un monde où on est formaté, où on vous apprend à courber les chines, où on vous apprend à être de bons petits soldats, de temps en temps, apprendre à dire non, le pouvoir de dire non et le devoir de dire non, c'est pas mal. Vous avez pas mal désobéi. Oui, mais tout en gardant quand même les valeurs essentielles qui m'avaient été transmises. Mais effectivement, quand à 18 ans, j'ai pris un sac à dos et que je suis parti aux États-Unis en fauteuil roulant faire des États-Unis, c'est sûr que ma maman, qui était une caricature de maman juive, c'était pas forcément ce qui est... Voilà, c'était pas forcément... En bonne maman caricaturale, il fallait que vous fassiez avocat. Il y avait le choix, ça n'a pas été docteur sur ce coup-là, mais... Voilà, c'était droit ou médecine. J'ai fait droit avec la certitude que ça menait à tout à condition d'en sortir, et j'en suis sorti super vite. Ouais. J'ai fait un peu pareil, ceci dit. Vos parents, ils ont désobéi quand même à un moment donné. Votre maman, notamment, elle désobéit parce que quand vous devez entrer en 6e, on vous assigne un établissement spécialisé, vous êtes paraplégique, vous êtes en fauteuil, on dit oula, petit Frédéric, il va aller ailleurs. Et votre maman, elle dit non. Mon papa et ma maman disent non, et ils en viennent même, ils ont payé de leur personne, ils en viennent même aux mains avec un directeur d'établissement, avec un proviseur. Non, vraiment, ça a été une conversation un petit peu musclée, puisque à l'époque, en 6e, j'y rentre, on est en 1973, les lois Abi n'ont pas encore été votées. Mes parents ont vraiment été précurseurs, ils avaient leur certificat d'études, ils arrivaient de Tunisie, mais ils avaient compris une chose. Vous aviez un papa ouvrier. Exactement, et une maman qui était femme au foyer et dont la principale activité était de m'accompagner à l'école et donc au collège de venir me rechercher à chaque heure pour m'amener d'une salle à l'autre. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle les AESH aujourd'hui. Absolument pas. Et c'était la condition pour que je puisse être scolarisé. Il n'y avait pas eu toutes ces lois qui ont été effectivement et heureusement votées après, même si l'intégration des enfants, il y a encore énormément de travail. Mais à l'époque, ils étaient vraiment précurseurs. Et donc, effectivement, ils ont appris à désobéir. À l'époque, un enfant paraplégique devait aller dans un centre spécialisé où on me proposait, et franchement, il n'y a aucun côté péjoratif à ça, je devais être soit horloger bijoutier, soit faire un CAP de comptable, soit un CAP de peintre sur émo. Franchement, c'était les seuls choix qu'on offrait. J'étais pas manuel du tout. Et c'est pas parce qu'on n'a pas ces gens qu'on est forcément manuel. Et donc voilà, et on a désobéi, on est vraiment, il y a vraiment eu un acte de résistance à la limite de la violence. Non, c'était des gens qui savaient se tenir, mais vraiment, où il y avait une vraie conversation. Une conversation musclée. Vous êtes chanteur, je l'ai dit en introduction, chroniqueur télé, ça je sais même pas s'il faut le
rappeler parce que ça fait plus de 20 ans que vous enchantez le public de Télématin, parolier aussi, Enrico Macias, Carlos, Hugo Frey, Laurie Louis Bertignac, Frédéric François, Zaz, j'en oublie. Mais le premier métier donc, auquel vous pensez, c'est avocat. J'ai jamais vraiment. C'est pas vous, c'est maman. Ouais, ok. Non, c'est les parents. Et puis c'était surtout le fabuleux moyen d'avoir une conséquente bourse d'études. En fait, lorsque vous étiez boursier et dans un milieu social modeste, vous aviez à l'époque... On vous finançait les études. Voilà, donc je passais juste mes examens, toujours juste rasibus à la moyenne. Et voilà, et ça m'a amené à faire 6 ans d'études de droit. Et alors, ceci dit, il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école ni à l'université, c'est l'écriture créative. Je l'appelle comme ça, mais enfin bref. Et vous, comment vous avez appris à écrire ? J'ai jamais appris. Je n'ai jamais appris. C'était un besoin. En écoutant les autres. C'était le seul moyen pour moi d'exister. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il y a des chansons. Les premières chansons, enfin, c'est pas des chansons, c'est des brouillons de poèmes, c'est des petites déclarations d'amour à mes petites copines de l'époque. C'est toute cette espèce de cafard que je traîne à l'époque que je noircis sur papier. Et donc, je pense qu'il y a des chansons qui vous sauvent la vie. Moi, il y a des chansons qui m'ont sauvé la vie. Il y a des artistes qui aujourd'hui me paraissent extrêmement désuets, mais qui m'ont vraiment sauvé la vie. Par exemple ? Je vais vous donner un exemple. Frédéric François, quand j'étais gamin, c'était vraiment quelqu'un qui me faisait rêver. Pourquoi ? Je n'en sais rien. À 6-7 ans, il incarnait pour moi la revanche sociale, une revanche sur la vie. Je savais qu'il était d'une extraction extrêmement modeste et je me disais... un exemple, un rôle modèle, comme on dit aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'écris des chansons pour lui et ça m'amuse beaucoup justement de poursuivre mes rêves et mes rêves de gosse. Mais l'apprentissage de la chanson, non, ça a plutôt été un besoin, quelque chose d'essentiel. Donc vous vous y êtes coltiné, le stylo, la feuille, les ratures, et on y va. Et ça donne plein de chansons, plein de textes, des spectacles aussi, je ne l'ai pas dit, dont Le Petit Juif à roulettes il y a une dizaine d'années, qui avait eu beaucoup de succès. Et cet album, j'aimerais. On va continuer à en parler dans le Grand Oral, mais c'est l'heure pour l'instant de l'Anti-Sèche, si vous voulez bien, avec Amal Laoui. Comment l'actualité résonne dans les programmes ou à l'école? L'actualité, eh bien, c'est toujours l'accueil de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, ses destructions, et qui fuient avec leurs enfants, des enfants, Amal, qui peuvent être scolarisés. Oui, le site de l'Éducation nationale rappelle que dans un contexte national marqué par l'accueil d'enfants, de réfugiés et de mineurs isolés, eh bien, tous les acteurs de l'Éducation nationale sont mobilisés pour accueillir chaque enfant, quelle que soit son origine, sa situation et son mode de vie au sein de l'école de la République. Et ce, malgré la barrière de la langue. Et donc, ces élèves qu'on dit allophones, puisqu'ils ne parlent pas le français pour l'instant, peuvent être scolarisés en France. Peuvent être scolarisés. Alors, on va expliquer ce que c'est un élève allophone. C'est un élève nouvellement arrivé en France et qui parle une, voire d'autres langues que le français. C'est parce qu'on ne disait pas primo-arrivant avant ? Oui, avant, on disait primo-arrivant, puis élève nouvellement arrivé, et enfin élève nouvellement arrivé en France. En tout cas, l'Éducation nationale œuvre à la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, mais aussi des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, conformément au Code de l'éducation et aux engagements internationaux de la France qui garantissent donc à tous les élèves de 6 à 16 ans l'accès à l'instruction dès lors qu'ils sont présents sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, leur situation personnelle ou leur mode de vie. Et alors, on va essayer de les scolariser en milieu dit ordinaire, c'est-à-dire comme les enfants qui, eux, parlent français. Oui, c'est ça. Ces élèves vont être orientés vers les UPE2A, donc les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. En fait, elles permettent aux élèves d'être inscrits dans une classe ordinaire tout en bénéficiant d'un enseignement renforcé en français en fonction de leurs besoins et de leurs acquis linguistiques. Pour accéder à ces unités, on passe par un centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le CASNAV. Et dans ce CASNAV, eh bien, ils vont passer des tests de positionnement qui permettent d'élaborer un cursus personnalisé en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, donc les UPE2A. Et une fois qu'ils passent ces tests, et pour évaluer leur niveau, eh bien, ces élèves peuvent être inscrits. La maîtrise du français, j'imagine, c'est l'enjeu premier, fondamental et absolu. Oui, c'est ça. L'UPE2A est un dispositif d'aide à l'apprentissage du français pour ces élèves donc nouvellement arrivés en France. L'objectif essentiel, c'est vraiment la maîtrise du français comme langue de scolarisation. Ces élèves sont donc inscrits dans une classe qui correspond à leur niveau scolaire acquis dans leur pays d'origine et qui se retrouvent donc pour des temps spécifiques d'apprentissage du français oral et écrit au sein de l'UPE2A, donc classe qui ne dépasse pas les 15 élèves, avec un professeur qui est dédié, dont les compétences sont donc adaptées à ce public spécifique qui ne parle pas français. Amal, une dernière question. On a idée du nombre d'élèves que cela concerne ? Alors pour la rentrée 2017-2018, il y avait un peu plus de 64 000 élèves allophones nouvellement arrivés. Ça fait environ 30
30 300 inscrits à l'école élémentaire, un peu plus de 27 000 au collège et un peu plus de 6 800 au lycée. Et en 2018-2019, il y en avait un peu plus, c'était 68 000 élèves allophones en France. Et combien d'écoles, par exemple, maternelles Pour vous donner un ordre d'idée, sur 645 écoles maternelles et primaires à Paris, eh bien, seules 60 disposent d'UP E2A. Merci beaucoup, Amal. Vous auriez presque pu arriver dans une unité... Ah ben non, on parlait français. Non, je parlais français quand même. Non. Ne vous parliez rien du tout quand vous êtes arrivé là-bas. Ne me reprenez pas, M. Zeytoun. Vous aviez 8 jours quand vous êtes arrivé. Non, mais ça, c'est ce genre d'informations qui vous donne, qui vous rendent fiers de vivre en France. Parce qu'il y a des structures pour accueillir. Je trouve ça formidable. 68 000 élèves. Ouais. On n'en imaginait pas autant. Et vous arrivez dans les bras de votre papa à l'âge de 8 jours. 8 si jours. Vous êtes né avec une malformation, il y a un enjeu de vie ou de mort. Ouais, c'est ça. Et donc, on arrive à on Paris. est en 61. Voilà, Paris nous a pris dans ses bras, comme dirait l'autre. Ouais. Et voilà, et c'est 61, et 60 ans plus tard, on est là pour en parler, donc tout va bien. Et ça n'empêche pas une forme de nostalgie, d'idées? La Tunisie, il vous en reste quelque chose? Franchement, pas grand-chose. Rien. Mes parents, mais par vos parents, quand même. Mes parents ont tout laissé là-bas. Ouais. Il n'y a pas eu du tout... les biens des rapatriés algériens ont pu être dédommagés. En Tunisie, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, on est vraiment arrivé, pour reprendre la formule, une main devant et une main derrière. On n'avait plus d'argent, mais on avait une chose essentielle qui est l'amour et le goût du travail. Et ces deux choses-là conjuguées, ça fait finalement une famille où chaque enfant a pu trouver sa place. L'amour, le goût du travail, l'humour aussi, je crois. Il y avait beaucoup. On un peu se marrer parce que tout ça... Et l'autodérision surtout, toujours, voilà. toujours. Allez, merci beaucoup Amal. On se retrouve pour la récré tout à l'heure et on retrouve Frédéric Zeytoun. C'est le Grand Oral. Frédéric Zeytoun, chroniqueur TV, chanteur, parolier, invité de ce Grand Oral, arrivé en France, on le disait, en 1961. Il y a un sujet dont on parle régulièrement ici sur School TV et notamment dans la quotidienne. Ce sont les enfants en situation de handicap. Si vous aviez un message pour eux, quel serait-il? Et je pense que ce n'est pas tout à fait le même message selon les âges. Moi, déjà, le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est au pouvoir public de faire en sorte que, pour que la banalisation existe, en fait, le vrai problème aujourd'hui de l'accessibilité, de l'inclusion, pour prendre un terme à la mode, c'est la banalisation du regard, c'est la méconnaissance. En fait, les gens, on le voit aujourd'hui, même dans des structures professionnelles, dans des entreprises, des managers rechignent à embaucher des gens parce qu'ils n'ont jamais eu contact. C'est une forme de méconnaissance. La méconnaissance crée la crainte, crée la défiance. Et si, dans les écoles déjà, on voyait plus d'enfants en situation de handicap, je n'aime pas parler de handicapés, mais de situation de handicap, il y a une vraie différence là-dessus. Parce qu'une situation de handicap, elle est temporaire et elle n'inclut pas du tout, elle ne porte pas et dans ce vocable-là, il n'y a pas d'empêchement. Une situation de handicap, on est tous à un moment ou à un autre dans notre vie en situation de handicap. Handicapé, ça veut dire empêché. Or, on n'est pas forcément empêché, et en tout cas pas tout le temps. Je crois que ce que vous avez à dire, c'est quand j'entre dans ce studio, moi je suis en fauteuil, vous entrez sur vos deux jambes. Une fois qu'on est installé pour discuter, il n'y a pas de différence. S'il y a des marches à monter, je vais être en situation de handicap, mais en bas des marches et en haut des marches, on est parfaitement sur un pied d'égalité. Ouais. Et donc, effectivement, l'enseignement aujourd'hui, pour que les regards se banalisent, il faut que ça commence dès la petite école. Mon fils qui a 15 ans a été à l'école avec des enfants autistes. Il a un papa qui est en fauteuil roulant, mais aujourd'hui, pour lui, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un problème. Une personne différente dans la rue, il ne se retourne même pas. Si, il va se retourner pour demander si cette personne a besoin d'aide, parce qu'il est bien élevé. Mais voilà, et ça s'arrête là. Il n'y a pas cette défiance, cette crainte. Effectivement, beaucoup de gens, dans leur vie d'adulte, considèrent que la personne handicapée est une personne malade, et la maladie, ça peut s'attraper. La maladie, ça peut amener des déconvenances. Et donc on préfère se tenir éloigné. Mais Frédéric Zeytoun, quand même, il y a le regard des autres enfants aussi. Vous avez parlé de vos années lycée comme d'années qui n'avaient pas été super sympas. Les années collège n'ont pas été top, mais ouais. Je pense que pour l'adolescence, pour beaucoup de gens, le passage à l'adolescence est une saison de la vie qui n'est pas la plus printanière, quoi. Je veux dire que... Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et donc, en plus, quand vous cumulez, que vous avez des boutons, des lunettes épaisses, j'étais un petit peu bègue à l'époque, et que vous êtes en fauteuil roulant, mais vous êtes un porte-manteau idéal pour tous les colibés des autres enfants. Vous exagérez un petit peu aussi, quand même. Mais voilà, et en plus, j'étais pas trop mauvais. Donc, en fait, j'avais tout mais pour me faire. Mais c'était ça le principal défaut, en fait. C'était vraiment la tête à claque idéale. Et donc, c'est vrai que
plus, encore une fois, plus dès le plus jeune âge, on voit la différence, on est habitué à vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles. Il faudrait s'y mettre. Et chaque campagne électorale, tous les candidats arrivent avec la main sur le cœur en disant « mais moi, j'en ferai ma priorité, la priorité... » Mais on est où? Enfin, les infrastructures, où sont-elles? Enfin, je veux dire, moi, je pose la question et je n'ai pas fini de la poser, je pense. Surtout si vous essayez de prendre le métro à Paris. Effectivement. Et même la station Invalides est inaccessible. Pardon, c'est merde. Enfin, c'était fait pour. Vous réclamez ce que vous appelez un droit à l'indifférence, tout en disant attention, pas trop non plus, parce que précisément sur cette question des infrastructures, sur cette question de l'inclusion, on l'appelle comme eux, il y a quand même un tas de choses à faire, quoi. Moi, cette phrase cette notion de droit à l'indifférence, elle m'est venue dans le métro new-yorkais où je voyais juste en face de moi un cadre supérieur ou moyen avec son attaché case, certainement un vétéran du Vietnam, avec sa cravate à carreaux, son attaché case sur les genoux, dans le métro, qui allait bosser. Et franchement, c'est pas un problème. Ce n'est pas un sujet. Alors, le droit à l'indifférence, c'est l'étape ultime. Ayons déjà un droit à la différence, un droit au respect, qui est assez universel quand même. Ayons déjà ça. Mais c'est vrai que l'étape ultime, ce serait ce droit à l'indifférence. Que ce ne soit plus un sujet, qu'aucun regard ne se détourne quand un mec en fauteuil ou en situation de handicap arrive. Frédéric Zeytoun, invité du Grand Oral de la Quotidienne. On prend des récrés, nous. On est comme ça. Génial. Génial. Ah ben on se dépêche. Allez, Amal, la récré. Et comme c'est l'heure du petit-déj, on parle viennoiserie. On parle viennoiserie. Vous êtes plutôt pain au chocolat ou chocolatine? En ce moment, j'essaie d'être ni l'un et ni l'un ni l'autre. Moi aussi. Il faut que vous fassiez gaffe, Amal, quand vous parlez. À partir d'une certaine génération, tout ça, c'est les mecs. Faut pas. Voilà. Alors, light. Le truc parfaitement hypocrite. Alors, vous allez voir que sur TikTok, un professeur d'histoire met fin à ce débat. Regardez. Le débat de pain au chocolat, chocolatine, est-ce que c'est possible d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes? Eh ben, écoute, on y va. Nous sommes au XVe siècle. Les Anglais contrôlent l'Aquitaine et ils sont gourmands. Ils réclament donc aux pâtissiers français du pain avec du chocolate in. C'est du bullshit, hein. Mais il existe un récit factuel développé dans ces deux ouvrages qui est sourcé et qui va pas faire que des heureux. On avance dans le temps, on est à la fin des années 1830 et l'Autrichien Auguste Zang ouvre à Paris 92 rue Richelieu la première boulangerie viennoise. Il y vend plein de spécialités, dont une viennoiserie fourrée au chocolat qui s'appelle Schokoladen Croissante. J'ai la passion des accents. Les Français adorent, mais ils trouvent le nom un petit peu long, donc ils le raccourcissent en chocolatine, nom qui va rester en usage pendant des décennies. Jusqu'au début du XXe siècle, là, les boulangers parisiens veulent adapter la recette et ils décident de changer le nom pour dire c'est à nous. Et c'est là qu'ils choisissent pain au chocolat a priori en référence au goûter des écoliers qui était du vrai pain avec du vrai chocolat dedans. Le nom d'origine historique, qui est chocolatine, hein, si t'as bien suivi, reste en usage dans le sud-ouest pour des raisons qui sont débattues. Certains pensent qu'il y a une proximité entre le mot et le vocabulaire occitan. Mais la thèse la plus probable tient à la supériorité naturelle des gens qui y vivent. C'est pas parce que je suis gersois, je veux dire, c'est pas... voilà, aucun parti pris ici, vous le savez. Chocolatine, chocolatine, chocolatine. C'est super drôle. Et vous dites comme vous voulez. Alors, chocolatine ou pain au chocolat, Amal, voilà, on va se fâcher. On va se fâcher avec personne. En tout cas, en France, la consommation de viennoiserie explose depuis environ 2 décennies, avec une consommation moyenne de 68 pains au chocolat ou chocolatine par an et par habitant. Cette viennoiserie... parce qu'il dit que non, mais en fait... En fait, j'en ai plein dans la boîte à gants. Cette viennoiserie que vous connaissez bien, faite de pâte feuilletée et de chocolat, reste l'une des préférées des Français, juste derrière le croissant. Et ça s'exporte, le pain au chocolat. Oui, ça s'exporte beaucoup. Les industries de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie représentent 240 entreprises en France avec un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de pain au chocolat et de chocolatine, dont 1 milliard réalisé à l'export, notamment vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne et les Pays-Bas. Elle est très sympa aujourd'hui parce que d'habitude, elle fait des trucs, des pièges. Genre, vous savez combien ça coûte et maintenant, il faut diviser 7 milliards par le truc, etc. Vous n'êtes pas en campagne, je ne vais pas vous poser la question. Non, mais bien. Et le prix du pain au chocolat. Et donc, comme on l'aura compris, le pain au chocolat, star des petits déjeuners et des goûters, mais souvent pointé du doigt par les diététiciens, notamment ceux de Frédéric et le mien aussi. C'est très bon, mais à consommer avec modération, pas à tous les goûters, pas à tous les petits déjeuners, puisque les viennoiseries, on le sait, sont des aliments très caloriques, riches en graisse et en sucre, et ne sont pas recommandés quotidiennement dans nos assiettes, malheureusement. Et un invité, mais super impliqué dans la récré aujourd'hui quand même. Merci Amal, c'est le pain au chocolat, c'est le sujet. Merci beaucoup, on retrouve Frédéric Zeytoun, le Grand Oral. Frédéric Zeytoun, chanteur, J'aimerais, c'est le titre du dernier album. C'est aussi le titre d'un single, on en parle. Allez, on écoute un extrait.
Vous êtes malade, c'est à moi cette glace. Mais non, j'étais là avant vous. Mon fils était devant vous. J'ai commandé une glace à la vanille. Moi aussi. J'aimerais que les points sur les i ne soient plus jamais dans la gueule. J'aimerais qu'on respecte la vie, pas simplement dans un linceul. J'aimerais que la mesquinerie prenne pour un temps de la hauteur. J'aimerais que même les vieilles filles aient une nuit droit au bonheur. J'aimerais que le Père Noël n'ait pas chopé de Parkinson et qu'il descende enfin du ciel pour voir un peu si c'est un homme. Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses, magnifiques et invraisemblables, comme une terre jonchée de roses, à l'imparfait de tous les temps, au futur de tous mes espoirs. J'aimerais parfois juste un instant, un autre livre, une autre histoire. Voilà, extrait de l'album J'aimerais, du titre éponyme. Il y a plein de belles chansons. J'avais cité Apprends à désobéir. Oui. Il y a des maths dans Sciences Exactes. Oui, pour parler d'amour. Oui, c'est pour dire qu'il n'y en a pas en amour. Là, on entendait un peu de Chopin. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est librement adapté par Éric Berchot, qui a été d'ailleurs prix Chopin 1980 à Varsovie, qui était l'accompagnateur du grand Charles Aznavour jusqu'à ses tout derniers concerts. Et c'est Charles qui nous avait présenté, et avec Éric, on a décidé de faire quelques chansons ensemble, et il y en a 3. Il y a un petit côté mélancolique quand même. Le cafard dont vous parliez au début, celui qui vous a amené à commencer à écrire, vous l'avez complètement chassé ? Non. Il y a des retours. Bien évidemment, et c'est ce qui nous fait écrire. C'est vraiment. Enfin, ce cafard-là, en fait, il est moteur aussi. Enfin, je ne veux pas parler de cafard, de mélancolie, plutôt de scène mélancolie qui amène à écrire. Moi, les imbéciles heureux, j'y crois pas beaucoup. Moi, je crois pas beaucoup à ça. Enfin, à part chez Jacques Brel, ça marche pas vraiment. Voilà. Je pense que c'est plutôt cette espèce de mélancolie, cette espèce, ces petits bleus à l'âme que l'on refoule et qu'on garde au plus profond de soi, qui nous font de temps en temps, qui se transforment en encre pour nous permettre d'écrire. On a commencé l'émission en parlant de désobéir. Oui. Vous racontiez que vous êtes parti sac à dos aux États-Unis à un moment où votre maman n'avait pas forcément envie. Vous avez quand même fait aussi de la plongée sous-marine. Oui. Vous avez même un diplôme, je crois, de plongeur autonome. C'est ça, le 3e degré, oui. Alors, il y a je ne sais pas combien de degrés. Il y en a 4. Ah oui, voilà, non, mais c'est ça. Vous faites de la moto, du quad ? Oui, du quad. J'ai toujours eu. C'est pas par défi, c'est pas pour. Moi, je tiens la. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous donne cette ressource-là ? Il n'y a rien de suicidaire là-dedans. Ouais. Je ne fais que des choses que je peux adapter à ma différence. C'est-à-dire que lorsque j'ai vraiment eu envie de faire de la plongée sous-marine, c'était aussi pour accompagner celle qui est devenue mon épouse et qui est toujours plongeuse. Nous sommes allés dans plusieurs centres de plongée. Au début, il y en a eu 2-3 qui nous ont regardés avec des yeux tels des lapins pris dans les phares d'une voiture. Et puis un 3e club de plongée où le mec m'a dit écoute, essayons. Je savais que je savais bien nager. On va faire un essai en piscine. Mais qu'est-ce qui donne cette force ? Parce qu'il faut croire en soi pour faire tout ça quand même. Il faut avoir envie. Qu'on soit handicapé ou pas, je veux dire, il y a un message général à donner. C'est l'envie, le secret. C'est l'envie, et ça n'est que ça. Il n'y a aucun défi là-dedans. Il n'y a aucun sens d'aller au bout de soi. Enfin, tout ça, moi, je m'en contrefous, quoi. C'est l'envie. C'est vraiment l'envie. Quand quelque chose me fait envie, alors bien sûr, si vous me demandez de faire un numéro de claquette, je vais peut-être avoir du mal. Mais que la chose me paraît possible, plausible, on y va. J'essaye d'adapter. Tout est une question d'accessibilité. Et qui dit accessibilité dit adaptation. Voilà, si on arrive à adapter l'univers à soi et à s'adapter à l'univers tel qu'il est, si ces deux mouvements se font de manière conjointe, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible. Allez, l'envie, les rêves, on peut les cultiver en lisant des livres. Bien sûr. On va pousser la porte de la librairie si vous voulez bien. Retrouver Célie Luton dans quelques instants. Amal, merci beaucoup. La librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse la porte de la librairie et derrière la porte, il y a la formidable Céline, notre libraire et chroniqueuse. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Frédéric, Célie. Enchanté. Enchanté. Pour parler de liberté. Oui, c'est ça, un petit peu de liberté. liberté. Sur la liberté. Plein. On prend le voyage, on y va, on attaque. Alors, on commence par un petit roman, un roman que Oscar et Carrosse, c'est ma collection préférée. Si vous aviez été flemmard, au lieu d'apprendre à faire de la moto, vous montiez dans le truc, là, dans le sidecar. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le dessin est génial, en plus. Ouais. Alors, Irène Bonacina, j'adore cette illustratrice. Et le texte est de Ludovic Lecomte. Qu'est-ce que ça raconte, alors ? Alors, c'est une histoire d'amitié. Donc, Oscar, c'est un squelette qui travaille dans le train fantôme. Et son meilleur ami est un chien. Il s'appelle Carrosse. Il est, très...
pas doué. C'est un petit boulet, mais on l'aime. Il est attendrissant, touchant. Et un jour, ils font la rencontre d'un petit poisson rouge. Elle s'appelle Manon. Elle a été abandonnée, pêchée à la pêche au canard. Et ils vont vouloir entreprendre un road trip pour lui rendre sa liberté. Et comme c'est Carrosse qui tire la carte, c'est pas si facile à lire, c'est pas sûr qu'ils aillent dans la bonne direction tout de suite. On a quelques exemples, notamment en pages 20 et 21. Voilà. Donc, on rigole et on se balade. C'est par là ou c'est par là. Quel âge? 5 ans? 4 ans? Non, 7 ans. Il faut... 7 ans? Oui, on apprend à lire papa et tout maman, seul, c'est petit. en rythme. Ah ouais, je comprends l'idée. Voilà, Lecture autonome. Exactement. Ok, super. Deuxième album, un chef-d'œuvre qui date de JV. Oh oui. Franco, je me mouille, de 2008. J'adore. Cheval Je vêtu l'aimais beaucoup, de Fred Bernard et François Roca, que j'adore effectivement, chez Albin Michel Jeunesse. C'est ça. Donc ça, c'est un travail de fond en librairie. On aime bien faire redécouvrir à nos clients des albums qui nous ont touchés, qu'on a aimés. Et là, le duo Fred Bernard, François Roca, c'est toujours efficace, même si le dessin a évolué depuis des années, le texte aussi. L'histoire de Cheval vêtu, le cheval d'un conquistador qui arrive dans une tribu de Comanches. Épris de liberté, il va s'intégrer, il va faire la chasse aux bisons, il va aller faire la guerre contre les Pawnis, et il va faire la rencontre d'une belle jument qui s'appelle Trois Myrtilles. Trois Myrtilles. C'est engageant, je trouve. N'est-ce pas? Vous-même, vous seriez laissé chez lui, à part Trois Myrtilles. C'est ça, donc là c'est vraiment souvenir d'enfance. C'est un album un peu dur quand même à la fin, il y a un combat. Oui. Ça se termine par un combat entre Cheval vêtu et un autre cheval. Exactement. Cheval sacré, je crois. Cheval sacré, effectivement, puisque le chef des Indiens, en voyant arriver Cheval vêtu, parce qu'il a quand même une selle, il est harnaché, est-ce que c'est un mauvais esprit? Est-ce que c'est un cheval qui est plus fort que tous les autres? Donc il va délaisser Cheval sacré pour Cheval vêtu. Et il y a une grande, un affrontement. Exactement. Une rivalité, voilà, c'est ça. 3 histoires de liberté. On termine avec Des sauvages et des hommes d'Anne-Lise Heurtier, une histoire inspirée de faits réels chez Casterman. Et voilà, là c'est un roman qui sort mercredi prochain d'Anne-Lise Heurtier que j'aime énormément comme romancière. Tous ces romans sont sortis d'ailleurs chez Casterman. Là, on va reprendre, le titre est très beau, Des sauvages et des hommes, et les sauvages ne sont pas ce que l'on pense. Un jeune Kanak qui s'appelle Adou part en mission culturelle pour justement, il vient de Nouvelle-Calédonie, donc avec sa famille, ils vont arriver au champ d'acclimatation et ils vont juste être exposés. Voilà. Et c'est marqué dans le roman, comme les crocodiles, ils vont attirer les foules. Et Anne-Lise Heurtier s'inspire d'un fait réel et elle va présenter une amitié, celle de Victor, un jeune Parisien aisé, et celle de Adou. Et Victor va même se demander, mais pourquoi on parle de mission culturelle, puisque leur culture, c'est tout ce que l'on veut effacer là. Surtout que on les expose et il y a une légende absolument, je trouve même pas les mots, monstrueuse. Exactement. On est cannibales sur le... Et voilà, c'est ça, cannibales, c'est vraiment... ils ont effacé toute la culture de cette famille. Ils l'ont arrachée à leur maison, à leur vie. Et justement, ça, c'est un roman, je pense, qui est essentiel, révoltant. Il faut que ça nous fasse mal, justement, quand on le lit. Moi, je l'ai terminé hier, justement. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Il est pour tous les âges. Mais pas trop tôt, quand même. Pour tous les âges? Adultes, oui. Même pour les gens qui mangent plus de chocolat? Non. Ah non. Non. Oh bah flûte. Non, je rigole. Ok, cadeau. Merci. Les sauvages et les hommes. Avec plaisir. Célie, merci beaucoup pour cette sélection. 3 livres sur la liberté, Cheval vêtu, Oscar et Carrosse, Le Poisson rouge et Des sauvages et des hommes. Frédéric Zeytoun, merci de nous avoir rendu visite. Merci dans à vous. Votre matinale, habituellement c'était les matins, la vôtre. Et bravo pour tout, et notamment pour J'aimerais, le dernier album que vous avez sorti. Il y a plein de concerts, je crois. Il faut suivre la programmation. Et puis vous avez un gros rendez-vous, Casino de Paris. Casino de Paris le 5 décembre prochain. Voilà. Ça, c'est un gros pari, un grand pari, et on va tenter de le gagner, ce pari. Eh ben, on vous le souhaite, on va y contribuer. Merci beaucoup Frédéric, La Quotidienne, merci Célie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe, à Colline Hamel au maquillage et en régie, à Alexandre Larochelle pour le son, Romain Luc pour la réalisation, et évidemment Marine Plantec assistée par Charles Fontaine pour la programmation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.